qui étaient ses conseillers, ils le disent que les musulmans ont le commerce, ils ont le transport. C'est Noël Loukou qui le dit dans la vidéo. Ils le disent que nos frères musulmans ont le transport, ont le commerce, et que derrière le problème d'Alassane, ils veulent le pouvoir politique. Ils le disent eux-mêmes. Lorsque des gendarmes ou des policiers font un charnier, notamment les gendarmes, mais il n'y a rien de pire que d'arracher les pièces d'identité à une personne, de lui dire, tu vas aller chez le musulman, tu vas aller chez les djoulas, là, le Mossi, allez vous plaindre chez Alassane. Allez-y vous plaindre chez Alassane. Mais c'est des propos que les forces de l'ordre tenaient vis-à-vis de nos frères du Nord. Nous qui avons fait nos écoles avec le nordistes, chez les nordistes. Mais on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on efface cette histoire-là. Vous, ou bien votre frère, votre grand frère, ce sont des gens qui ont grandi, on a grandi chez les nordistes. Donc, lorsqu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y avait pas de... Oui, à l'époque, il n'y avait pas de musulmans. Quand nos pères allaient à Galois ou à Gagnoua ou à Issia, ils nous déposaient chez les coups, dans le coup des nordistes. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. On mangeait les cabatos, on pouvait les bouillir. Ils nous ont élevés. Pendant des années, on a passé le BPC. À l'époque, il y avait le probatoire. On a passé le bac chez eux. Ils nous ont nourris. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on dit que Ouattara a envoyé... Non, il n'y avait pas de problème. C'est quand Ouattara, maintenant, on sent qu'il va être candidat. On sent qu'il va être président. On va créer maintenant l'ivoirité pour l'écarter, pour l'éloigner. Là, il faut partir de là. Et lorsque on va continuer dans cette logique, il va y avoir des faits qui vont confirmer. Mike, je ne sais pas quel âge a ta maman. Au nom de quoi? Moi, parce que je ne veux pas que tu aies le passeport ivoirien, ou encore tu te réclames ivoirien, ou que tu sois député de ton village. Moi, je vais envoyer des policiers aller prendre ta maman pendant 4 heures pour lui demander si elle est vraiment la mère de Mike. Mais c'était pendant l'ivoirité, c'était avant que Ouattara fasse sa déclaration. Mais il y a eu des actes qui ont été posés. Lorsqu'on va à la sortie des mosquées, on va contrôler les pièces d'identité de ceux qui vont à la prière. Alors qu'on ne va jamais à la cathédrale du plateau, parler de faits. Mais c'est l'ivoirité qui fait ça. Quand tu accompagnes ton cousin, ou encore ton ami, ou encore ta copine pour aller se faire un passeport, on dit non, il faut qu'elle prouve que son père est ivoirien, sa mère est ivoirienne. Toi, tu as ton passeport, tu t'en sers même pas. Parce que tu es candidat de Divo. Mais eux, parce qu'ils sont du Nord, ou d'un nom qui ressemble à Touré, on dit donc qu'à prouver des A plus B, des A à Z, pardon, ou des A plus B qui sont ivoiriens. Mais ce sont des choses qui ont existé, frère. Ce sont des choses qui ont existé. Voilà pourquoi si on veut aller sur une nouvelle base, il faut déjà qu'on accepte ce qui s'est passé et de se donner la main pour dire plus jamais ça doit recommencer. Mais si on le nie, on nie ce qui s'est passé, ça veut dire que même si demain Gbagbo revient au pouvoir, on va recommencer les mêmes choses parce qu'on n'a pas accepté, on n'a pas reconnu ce qui s'est passé hier. Un fait s'est passé, Bédié est passé, Bédié a dit dans son livre, il y a eu des victimes, ceux qui ont été raflés pour le Chanel Yopougon. On t'a dit qu'il y avait des dida là-dedans, moi je n'avais pas de frères là-dedans, il n'y avait pas de gagous, il n'y avait pas de débriés. Il n'y avait que des gens qui s'appelaient Traoré, Koulibaly, Sekou. Pourquoi? Ça, c'est les effets de l'ivoirité. Si maintenant on dit oui, c'est fini, on oublie ça, on reconnaît ce qui s'est passé, comme aujourd'hui l'on fait au Rwanda, où un Hutu, après ce qui s'est passé face au Tutsi, un Hutu ne peut pas prendre le micro pour nier le génocide rwandais en avril 1994. Mais chez nous, des gens sur le panel remettent en question ce qui s'est passé. Mais l'ivoirité, c'est comme l'apartheid. C'est une sorte de racisme à peau noire. C'est ça la réalité. Okay. Si on accepte ça, on dit bon voilà, on ne recommence plus. En ce moment-là, on passe sur une nouvelle base. Mais si on dit, on dit non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Sur l'ivoirité surtout, que vous dites. L'ivoirité, vous avez dit que c'était pour écarter le président Alassane. Oui. Tous les nordistes là s'est retrouvé au PDCI et tous les nordistes étaient des Ivoiriens. L'ivoirité n'écartait pas les nordistes. Oui. Moi, je parle de la personne du président Alassane. Parce que l'ivoirité, mais le Sénoufo, le Koyaka, ce sont mes frères du Nord, ça ne les écartait pas. L'ivoirité s'est dressée à un seul individu qui était le président Alassane. Voilà. Voilà. Oui. Et donc lui, sachant puisque lui là, c'est lui qui ça empêchait, mais pourquoi est-ce qu'il a traîné le Nord avec lui, en fait?
Non, Voilà. c'est lui Oui, qui a envoyé cette vas-y. division. Et il allait les manipuler en les faisant croire que non, l'ivarité, eux, s'adressait à eux. Non, c'était entre eux, hommes politiques. Mike, s'il te plaît, Non. la dernière question. Hein. Ok, ok. Allez-y, monsieur Commando, vous pouvez lui répondre. Hein. Et puis, vous allez répondre à la question de PC07 aussi. D'accord. Je peux te rassurer, monsieur Mike, il n'a pas manipulé les gens du Nord. D'autant plus que, encore une fois, le 9 décembre 1993, il est parti au FMI pour 5 années. Ce sont ceux qui sont restés sur place. Leur discours à la RTI, les émissions sur la Côte d'Ivoire, les tracasseries administratives, les rafles, les contrôles aux faciès dans les cars, dans les taxis. C'est tout cela qui a fomenté, qui a renforcé l'idéologie de l'ivoirité que nos parents, vos parents n'ont pas dénoncé et qu'aujourd'hui on essaie de nier. Alassane était parti depuis 93. S'il était resté en Côte d'Ivoire, oui, ce que vous dites là, on aurait pu le prendre avec des pincettes. Mais il est parti en 93. De 93 à 99, il n'a eu droit à la parole 0 fois à la RTI ou à la radio. Il n'a eu droit que sur BBC quand il voulait s'exprimer. À quel moment alors il a manipulé qui que ce soit? C'est la maladresse des tenants du pouvoir à l'époque qui ont fait que les populations du Nord se sont désolidarisées du PDCI. Tout simplement. Ok, merci. PC07, pardon, il faut poser une seule question, s'il te plaît. Non, moi, avant de poser ma question, le monsieur, il a beaucoup parlé, hein. Il a dit beaucoup de choses. Donc, laisse-moi parler aussi, et puis par la suite, je vais poser ma question. Parce que nous, Il y a des nouvelles personnes qui sont montées. lui, Après 2 personnes, ça sera à ton temps des paroles. oui, laisse-moi parler rapidement. Oui, laisse-moi parler rapidement, parce que le monsieur a dit beaucoup de choses. Moi, ça me surprend quand le monsieur dit qu'il y a eu des rafles dans les mosquées et que tout ça, c'est l'ivarité. Mais les rafles qu'il y a eu dans les mosquées, là, est-ce que ça a commencé pendant le règne de Bédi? Il n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Celui qui a donné, qui est celui qui a ordonné ces rafles dans les mosquées, là? C'est pas celui qui défend aujourd'hui, là. Pour retirer les fausses pièces d'identité qu'ils avaient distribuées à l'époque. C'est pas le même Alassane, le président Alassane qui a signifié des lieux où les rafles devaient se faire dans les mosquées. Mais à un moment donné, arrêtez de chaîner de l'histoire. Le président Didier, il est bonnet blanc. C'est le même monsieur qui a ordonné ici, a fait les rafles dans la mosquée ici. Il faisait la répartie. Il y avait des personnes qui étaient identifiées à qui ils avaient distribué des pièces à cette époque-là. Là, c'est ces pièces-là qu'on devait retirer. Mais là, quand on parle de faire des rafles, là, est-ce que les policiers, là, il n'y a pas de notice des gens? Il n'y a pas de notice dans ces policiers-là. Ou bien quand on faisait les rafles, là, on tirait les policiers qui devaient aller comment dirais-je, dans la rue ou devant la mosquée pour faire ces rafles-là. Maintenant, vous-même qui vous plaignez, là, qui est du Nord, là, qu'est-ce que vous aussi, moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous aussi vous avez fait pour vous distinguer de tous ces étrangers, de tous ces étrangers qui avaient ces pièces-là? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez pris comme dispositif pour vous distinguer de tous ces nordistes et tous ces étrangers à qui on vous confondait, vous les nordistes, pour qu'il y ait une distinction, pour que ce travail soit fait dans les normes? À un moment donné, arrêtez. Ok, merci PC07. Il va te répondre. Mais il pense qu'il n'est pas nordiste hein, dans sa façon de parler. Mais ce n'est pas nordiste, parce que quand le président Hassan s'assoit et qu'il dit non que c'est parce que je suis du Nord qu'on ne veut pas que je sois président, c'est grave. Ça ne se dit pas. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais lui donner 2 minutes pour te répondre. Je ne pouvais pas là. C'est comme si aujourd'hui le président Gbagbo vient s'asseoir et puis il dit que c'est passé, j'étais chef d'État, qu'il y a eu une rébellion, qu'on ne veut pas qu'il soit. Vous savez ce que ça peut causer? Donc, vous reconnaissez aussi que c'est votre mandat qui a divisé tous les Ivoiriens aujourd'hui. C'est de ça qu'on est en train de parler, vous parlez d'autre chose. Là, c'est le président Bédié qui a donné à ce qu'on passe faire tous ces rafales dans la mosquée. Vous le savez très bien. Il a bien compris ta préoccupation. À un moment donné, arrêtez ça. Il a compris ta préoccupation. Monsieur, vous pouvez lui répondre.
Question. Je peux lui répondre. Écoute, merci, Monsieur PC 07. Bon, je vois que on fait du sur-place. Pourtant, je considère que dans un débat, on part d'un point, même si c'est difficile, d'un point A, et puis on tend un petit peu vers le point B, ainsi de suite. Parce que quand vous me dites encore, vous répétez comme l'a dit Monsieur Mike sur la division de la Côte d'Ivoire, à Mike tout à l'heure j'ai expliqué la chronologie. Donc quelqu'un ne peut pas partir en 93 de la Côte d'Ivoire et puis diviser les Ivoiriens, non. Lorsque vous dites qu'il a dit que je ne suis pas le candidat, Bédier l'a écrit dans son livre Les chemins de ma vie. Voilà. Donc après, vous me demandez, ou encore vous dites, qu'est-ce que nos frères du Nord ont fait pour se distinguer des autres frères de la sous-région. Oui, je pense que c'est une bonne question. Il aurait fallu qu'ils se coupent peut-être une main, qu'ils soient tous manchots, les nordistes, de Déné, de Korogo, de Boaké, de sorte qu'on puisse savoir que ceux-là qui ont qu'une main, les manchots, sont des vrais Ivoiriens. Non, soyons plus sérieux que ça. Soyons plus sérieux. Vous pouvez, moi bon bref, vous pouvez monter dans un car. Ça, c'est le truc même qui m'a frappé le plus. Bon, il y a plusieurs choses comme ça. Et vous arrivez sur un tronçon, en Tchassalé ou en Doussi, ou encore en Boisflé et Dalois, il y a un contrôle de police. Il n'y a pas de gendarmerie. Voilà. Et dans ce contrôle-là, les gens vont rentrer dans le car de transport. Vous êtes fatigué, vous avez pris le cas de nuit pour arriver à la gare Yamsoukro, plutôt manger et puis quitter Yamsoukro vers minuit, 1h pour arriver à Abidjan vers 6h. Et puis, les contrôles ont lieu. Mais quand les contrôles ont lieu, ceux qui descendent, c'est pas des digbés, c'est pas des séries. S'il vous plaît, arrêtez ce jeu-là. Moi, je vous ai posé une question. Non, je vous ai répondu. Parce que vous avez dit quoi? Vous avez dit que c'est lui qui a divisé les Ivoiriens. Je suis en train de vous répondre que c'est pas possible puisque il a quitté le pays en 93. Vous êtes en train de tourner le pot. Moi, je vous ai posé la question. Non, c'est vous qui n'écoutez pas la réponse que je vous donne. Vous voulez que je dise ce que vous voulez entendre. Mais moi, je ne veux pas entrer dans le votre jeu. Je suis en train de vous dire qu'il ne peut pas avoir divisé le pays alors qu'il est parti depuis 93. Les rafles ont commencé depuis 92. Ça n'a pas commencé en 93, 94. S'il te plaît, après M. Youngboy, M. Bill Gates, tu auras ton temps de parole. Tu vas les rafles ont commencé des arguments contraires à M. Commando, s'il te plaît, pardon. Mais il m'a interrompu et il prend le temps de parole. Qui a donné l'ordre? Il faut expliquer ça. Oui, mais justement, tu as parlé de ça, mais avant ça, tu as parlé de la division des Ivoiriens, donc il fallait que je réponde sur le premier point. Maintenant, tu me parles des rafles. Mais les rafles là, je vais te rappeler quelque chose. J'espère que tu vas entendre. Parce que souvent, quand on discute avec certaines personnes, c'est difficile de l'échanger. Mais moi, mon but, c'est pas d'essayer d'échanger, c'est de rapporter les faits. Le 29 mai 90, à la tête du comité interministériel, le Premier ministre Alassane Ouattara prend 10 projets de loi. Il y a l'instauration de la TVA sur l'électricité. Il y a l'augmentation des droits de timbre. Il y a le recentrage des recettes douanières et fiscales. Il y a la réduction drastique du train de vie de l'État. Il y a la vente de 4000 véhicules administratifs. Il y a l'instauration de la carte de séjour. Il y a la fermeture de certaines ambassades. Et il y a le budget de la plaisance qui est réduite. Et effectivement, il y a la compression de certains budgets. Et il y a la fermeture de certains services qui ne servent à rien. Il y a le recensement de la fonction publique. Donc la carte de séjour, parce que le fond de ta pensée, c'est la carte de séjour, elle rentre dans ces 10 projets de loi. Mais en aucun cas, il y a un décret qui est dit que désormais, on doit rafler ceux qui n'ont pas de papier. Au contraire, le gouvernement incite les ressortissants aujourd'hui de l'AES, pour ne pas de la CEDEAO, de se mettre à jour avec leur carte de séjour afin d'éviter les tracasseries policières. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand le vieux Féfal nous quitte et que Bédié arrive, lorsque l'ivoirité est née, les 10 projets de loi dont je viens de parler vont passer sous silence. Ils vont sortir seulement l'instauration de la carte de séjour pour en faire un problème politique. Alors que le but était de renflouer les caisses de l'État. Je ne sais pas quel âge vous avez. Vous savez très bien qu'en 90, quand il arrivait à la primature, nos caisses étaient vides. Nos caisses étaient vides. Donc ces mesures-là ont été prises pour renforcer les caisses de l'État. Mais en ce moment-là, on ne contrôlait pas les gens selon les balaves qu'ils avaient sur la tête ou sur le visage.
Mais c'est lorsque l'ivoirité intervient, en ce moment-là, on passe à la vitesse supérieure. On dit, ben tiens, Alassane, il avait décidé c'est la carte de séjour, mais pourquoi ne pas s'y engouffrer? Et qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant partir du contrôle des pièces d'identité au délit des faciès. Il suffisait que tu portes un boubou, même si tu es né à Guibéroua ou à Mama, non, tu n'étais pas le bon Djoula, parce que tu portais un boubou. Voici le glissement qui s'est passé. Donc, 007, pour ne pas dire PC07, je veux bien vous écouter, mais moi, je pars toujours d'un début. Je ne prends pas les choses comme un peu partout. Il faut partir de la chronologie pour qu'on soit tous situés. Merci. Ok, merci, Monsieur Commando, pour votre intervention. Elle était enrichissante. Monsieur Youngboy, vous pouvez avoir votre temps de parole. Ouais, bonsoir. Moi, déjà, c'est Ouattara descend a du sang sur ses mains. Si Gbagbo ne peut pas se présenter parce qu'il a une condamnation ou quoi, dans la logique, Ouattara ne peut pas se présenter. Il a des morts, il a eu en 2020 85 morts sur ses mains. Il a encore trafiqué la... Excusez-moi, Monsieur Youngboy. Ouais, Utilisez le thème Djali pour ne pas que les TikTok soient signalés, quoi. ok. Il a eu 85 M sur ses mains. En 2020, il a trafiqué la Constitution pour se présenter. Il a arrêté ses opposants. Là, on est en 2025. Il va encore faire la même chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il meure. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Gabon, c'est pas le Cameroun. Je sais pas comment vous réfléchissez, en fait. La dette publique de la Côte d'Ivoire était de 36% du PIB en 2011. Elle est passée de 56% du PIB en 2024. Qu'est-ce que vous avez à dire? Maintenant, on dit, il sort des chiffres qu'il y a 2% de taux de chômage en Côte d'Ivoire. Il a sorti ça où? Ça va pas? Il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais vous restez à dire oui, mais oui, il a fait avancer. Quoi, l'autoroute, le pont? C'est avec ça qu'on va avancer? J'ai entendu que Commando a dit que oui, le Pérou connaît c'est des foutaises. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Plus de 40% des Ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quoi votre projet de société pour ça? Non, 4e mandat, parce que oui, il y a eu le pont. Non. Soit il fait une loi d'amnistie, mais le minimum qu'il doit faire, c'est de se retirer et de pas faire son 4e mandat. Le minimum qu'il doit faire, c'est ça. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun ou n'est pas le truc. Si on veut se penser leader, faut commencer déjà dès maintenant à agir. Là, c'est n'importe quoi. Il y aura combien de mandats? 6? 7? Ah oui, le Premier ministre qui devait prendre ma place, il est mort, oui, nanana, il est M, nanana, oui, non, nanana, ouais, non, les babos, on va aller où? Il a fait tripler la dette publique de la Côte d'Ivoire. Ça, les gens ne savent pas. Mais il a creusé encore plus la dette publique de la Côte d'Ivoire. 40% des Ivoiriens sur le seuil de pauvreté. Moi, je sais pas, normalement, dans le débat, on doit même pas aller plus loin que ça. Moi, je comprends pas, hein. Je vous écoute. Ok, avec vous, pour lui. Ok, personne d'autre. Ok, monsieur Bill Gates, prenez votre temps de parole. Ok, merci infiniment. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Voilà, j'aimerais vraiment aborder dans le même sens que le jeune frère qui a parlé, commandant. Voilà, je pense qu'il a fait vraiment un cours d'histoire de notre pays et dans son raisonnement. Je pense qu'il a tout dit. Il y a des faits même que je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, il a tout dit au fait, il a tout dit. Et puis c'est des faits, c'est des faits. C'est l'histoire de notre pays. Il n'a fait que raconter. Tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus.
Mais au jour d'aujourd'hui, pour entrer dans le but du sujet, moi je vois le sujet, on dit est-ce que êtes-vous d'accord si Alassane Dramane Ouattara doit être candidat? Voilà, pour vous dire la vérité, au fait, moi je me dis qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est né en 2000, aujourd'hui, en 2025, il a 25 ans. Il ne peut pas comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi je vous le dirai clairement. Moi je ne suis pas nordicien. Mais Alassane, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Le jeune frère qui vient de parler là, il ne connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. En moins de 15 ans, je me dis que tout le monde est unanime là-dessus. La Côte d'Ivoire est transformée. La Côte d'Ivoire est transformée. Et la dernière en date là, l'un des événements qui a marqué le monde, c'était la CAN 2024. C'est la preuve même que Alassane, c'est un joker que Oufou avait gardé dans son tiroir. C'est lui qui a ramené la paix en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a transformé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est une réalité. Peu importe les chiffres que les gars sont en train d'avancer pour les dettes, mais chaque jour que Dieu fait, la Côte d'Ivoire continue toujours d'emprunter. Mais quelqu'un en qui on n'a pas confiance, pourquoi on va lui donner du crédit? Reconnaissez les bienfaits, juste les bienfaits du monsieur. Aujourd'hui, la présence de ce monsieur-là, ça garantit la sécurité dans la sous-région. Regarde tous les pays frontaliers aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Burkina, ces pays de l'AES. Mais c'est quel destin pour ces pays voisins? Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On est en sécurité, on est en paix. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il faut que les gens soient un peu honnêtes dans leurs propos. Tu ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun, je suis désolé. La Côte d'Ivoire a encore besoin d'Alassane, comme l'hymne national de notre pays le dit. Le pays a besoin de lui, ce n'est pas une question de parti politique. Ne parlons pas trop dans le passé. Laissez Laurent Gbagbo, laissez Soro Guillaume, laissez Tidiane Thiam. C'est au jour d'aujourd'hui, une réalité, quand on voit l'opposition ivoirienne, on comprend tout juste. On ne peut pas aller faire des alliances, se mettre en jeu pour qu'un ne soit pas candidat. C'est grave. C'est que j'ai proposé. Voir transformer. Excusez-moi, monsieur Bill. Vous avez un souci de connexion. Voilà, descendez, vous allez remonter. Maintenant, Descendez, vous allez remonter. Vous avez un souci de connexion. Sinon, vous allez faire sauter le panel. Vous allez faire sauter le panel. Je suis là, non? Ok, c'est bon, allez-y. Je peux parler? Oui, allez-y, monsieur. Donc, je suis en train de faire comprendre aux uns et aux autres que nous, on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. La crise qu'on a connue là, on a vu les Ivoiriens aller en exil au Ghana, au Mali, au Burkina. Mais comment ils ont été accueillis là-bas? Tout le monde le sait. Et c'est ce même Alassane Dramane Ouattara qui a fait revenir tous les exilés. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Toute l'opposition, ils sont en Côte d'Ivoire. Et ça se passe devant eux. Ils sont sécurisés par qui? Par Alassane Dramane Ouattara. Mais au jour d'aujourd'hui, vous dites que non, vous ne voulez pas d'un 4e mandat. C'est vrai, on est d'accord. Ça, on peut vous concéder cela. Mais qui peut remplacer Alassane Dramane Ouattara? De vous à moi. Qui peut le remplacer en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ne me parlez pas de Laurent Gbagbo. Hein, parce que Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. C'est le FPI à côté, c'est Blé Goudé à côté, c'est Simon divorcé, et complètement divorcé, et tout récemment c'est Awadou Milo. Vous voyez, il y a trop de problèmes que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc nous, on a besoin de quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions, qui peut diriger notre pays. Et aujourd'hui, il y a le frère commandant qui vient de parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, à travers tout ce qui s'est passé. Mais c'est récent. Nous, on a la bonne mémoire. Ce pays-là, la Côte d'Ivoire était invivable. Les étrangers ne pouvaient pas vivre en Côte d'Ivoire en paix, c'est pas possible. On a vu, ils ont tué même des imams en pleine mosquée, en pleine prière. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. On a vu sous le règne de Laurent Gbagbo un ancien chef d'État, le général Robert Gueye. Il a été assassiné. Plus 19 membres de sa famille, plus son chien. Ça s'est passé devant tout le monde. Ça, c'est sous le régime de Laurent Gbagbo. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse oublier
notre histoire. C'est pas possible. Mais toutes ces haines-là, on l'a mis au passé. Aujourd'hui, on est avec Laurent Gbagbo. On vit avec lui. Mais nous ne vendons plus de rêves aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo ne peut plus jamais revenir au pouvoir. C'est fini ça. C'est du passé. Merci beaucoup. De vous à moi. Regardez un peu. Vous avez vous avez deux motions. Vous allez enchaîner en même temps, s'il vous plaît. C'est bon? Monsieur Bill. Oui. D'abord, Oui. il y a la motion de Mike Tatou. Mike Tatou, vas-y, pose ta question. Après, ça sera PC07. Ok. Vous m'entendez? Oui, je suis là. Ok. Quand vous dites que le président Ado est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, ma première question, vous allez devoir me répondre à cette question. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un à vous faire la guerre, à vous faire des histoires, disons, par là, chez vous à la maison, vous pouvez appeler quelqu'un du dehors, soit un étranger, qui va venir vous aider à faire, pas vous aider, j'ai mal dit le mot, vous allez faire la guerre chez vous à la maison. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, donc si Alassane, je touche du bois, parce qu'il ne faut jamais souhaiter ça un homme. Si le président Alassane Ouattara n'est plus de ce monde, c'est fini pour la Côte d'Ivoire? Ok. Bon. Maintenant, pour répondre à ta première question, comme tu viens de le dire, quand tu dis, tu appelles quelqu'un pour venir faire la guerre chez toi, tout. Bon, ce que je voulais te donner comme réponse sur ce côté-là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une défense. On a une armée. Nous, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour venir faire par là chez nous. Ne réponds pas à ma question. Hein. Tu la dévies. Je dis, est-ce normal, tu dis, c'est une bénédiction, est-ce normal d'appeler une autre force étrangère? Nous avons tous vu ici en Côte d'Ivoire. Laissez-moi finir. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire appeler la force Micron à l'appui de l'ONU-6, plus une rébellion. Hein? Venir bombarder le palais d'un autre président. Ok. Bon, là, je vais t'expliquer. C'est une bénédiction. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Je demande si le président Alassane n'est plus de nos jours, là. C'est fini pour la Côte d'Ivoire, puisque vous dites que c'est une bénédiction. Je vais te répondre. En fait, je trouve ça normal parce qu'il y a eu des élections entre deux candidats, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les accords de Pretoria ont dit quoi? Après les élections, là, si on finissait de proclamer les élections, les Nations Unies, qui étaient dirigées par Choi, devraient certifier ces élections-là. La communauté, là, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, ils ont certifié que ces élections-là, ça ressemble bien, c'est Alassane Ouattara qui avait gagné ces élections. Laurent Gbagbo refusait toujours de remettre le pouvoir. Ok? De vous à moi, la Côte d'Ivoire était en guerre. La Côte d'Ivoire était en guerre. Et ce que toi tu oublies, là, la question que tu viens de poser là tout à l'heure, c'est une question là. Moi, tu ne peux pas me la poser parce que nul de rien, il y a une guerre entre deux personnes. Quelqu'un qui refusait de donner le pouvoir et automatiquement le pouvoir lui a été remis. Le même Yao Paul Ndré qui avait déclaré Laurent Il a reçu un appel. de deux, ce que je crois ajouter par rapport à la deuxième préoccupation que tu viens de poser. Tout à l'heure, là, même si je touche du bois, si quelque chose arrivait à Alassane Ouattara, ce que vous ne savez pas là, aujourd'hui les institutions de la République fonctionnent normalement. Même si une vacance République du premier responsable des Ivoiriens, je touche du bois. C'est met ça dans ta tête aujourd'hui. Parce que c'est ce que vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire est en train de voler, mais vous ne vous en rendez pas compte. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire,
Il ne peut plus avoir de en Côte d'Ivoire. C'est que vous ne savez pas. Les institutions de la République fonctionnent. Mais tout à l'heure où je voulais terminer sur un sujet, je voulais revenir sur le sujet de Guillaume Soro. Ce que vous ne savez pas, vous êtes jeune aujourd'hui. Regardez, vous êtes jeune là. Depuis la FECI, il a fini le secrétaire général de la FECI jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. La rébellion lui a permis d'atteindre même le plus haut sommet de l'État. Il a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre de la Communication, ministre de la Défense. Et tous ces honneurs qu'il a eus, c'est grâce à la rébellion. Mais vous pensez que non, Soro Guillaume a une armée? C'est l'opposition qui pense que Soro Guillaume peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais nous, on sait, comme le jeune frère qui vient d'expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, je veux bien comprendre. Vous êtes en train de me dire non, que le patron de la rébellion, c'était M. Alassane, puisque Soro Guillaume, il n'a pas une armée. Parce que dans une vidéo où le président Adolmé qui disait, il parlait en anglais et qu'il a dit que nous avons la moitié du pays avec mon armée. Donc vous êtes en train de confirmer que le président Ado était le patron de la rébellion, c'est ça? Il ne faut pas comprendre comme ça. Aujourd'hui, la Soro Guillaume, il fait alliance avec Laurent Gbagbo. Donc tu veux me dire quoi? Que Laurent Gbagbo, là, tu sais qu'il est le parrain de Guillaume Soro, non? Laurent Gbagbo, il a plus de liens avec Soro Guillaume qu'Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que tu ne sais pas. Ah bon, hein? Oui, c'est moi, je te le dis aujourd'hui. C'est Soro Guillaume qui a attrapé la main de vieux. On dirait l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, dont vous êtes en train de parler, là. Il y a deux Côtes d'Ivoire, hein. Il y a eu la Côte d'Ivoire. Monsieur Mike Tatou, je pense que ça va. Monsieur Bill Gates, jetez en 1 minute, on va passer la parole. Ok. Ce que le jeune frère ne sait pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la rébellion, le père de la rébellion en Côte d'Ivoire, là, c'est Ibrahim Koulibaly, IB. Quand IB a pris les armes, il a appelé seulement Soro Guillaume bien massif. Tout simplement, voilà le service qu'on lui a demandé. Et dans ça, là, tout le monde connaît la suite. IB a été tué. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre débat. Quand je te dis que Soro Guillaume, là, son parrain, la politique, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est pas Alassane Dramane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Ça, là, c'est ce que tu dois savoir. Blé Goudé, Soro Guillaume a plus de liens avec Gbagbo que Blé Goudé. C'est Soro Guillaume qui a porté la main de Blé Goudé pour le présenter à Laurent Gbagbo. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que Laurent Gbagbo lui-même, qui a créé l'instrument de la fessée pour pouvoir fatiguer le vieux, paix à son âme, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Cette même fessée-là, vous avez vu comment la fessée était en plein cœur de cette crise ivoirienne. C'est les acteurs de la fessée qui étaient devant Laurent Gbagbo lui-même. Ce sont ses enfants qui ont pris les armes contre lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais de vous à moi, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'Alassane a fait? S'il était le père de la rébellion aujourd'hui, là, donnez les preuves. Laurent Gbagbo a eu plusieurs occasions pour pouvoir débattre avec Alassane pour montrer qu'il est le père de la rébellion. Mais il n'a jamais pu le faire. Ce que vous ne voulez pas savoir, moi je dis au jour d'aujourd'hui, là, soyons clairs, soyons honnêtes. La Côte d'Ivoire est en paix, oui ou non? Si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est que c'est le travail de quelqu'un. C'est le travail de quelqu'un. Laurent Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Il y a eu la rébellion. C'est son bilan à lui. Il a foutu 10 ans. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bill. Vous allez avoir un autre temps de parole. En l'air. Il y avait l'escadron de la mort. Il y a eu tous ces détails, mes frères. Donc, merci. Moi, je veux que vraiment on soit un peu honnête dans tout ce qu'on a. Ne permettez pas aux gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire de critiquer la Côte d'Ivoire, de parler de la Côte d'Ivoire comme si c'était vraiment le chaos. Ici, là, on est en paix. Moi-même, j'étais en train de vous parler, là, j'étais en route, je quittais Abidjan. Je viens à peine d'arriver. J'ai pris l'autoroute du plateau jusqu'à Grand Bassam. Je viens à peine d'arriver pendant que j'écoutais votre vocal. Parce que comme on en parlait, j'ai vraiment aimé ses propos. Donc, c'est pour vous dire, soyons honnêtes, la Côte d'Ivoire, on a un seul pays. On a un seul pays, notre histoire, assumons notre histoire. Laurent Gbagbo, c'est notre frère, mais il faut reconnaître qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Donc, qu'il assume, tout simplement. Donc, Alassane Ouattara est le candidat idéal pour 2025. C'est lui seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui peut sécuriser la Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui peut maîtriser la dette aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est vraiment, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Bill, pour votre intervention. PC07, je vais te donner 8 minutes. Non, attends. Je vais te donner 8 minutes, vu que tu as beaucoup attendu.
8 minutes, bon, puis tu vas parler. C'est bon, tu peux commencer. Ok, merci. D'abord, je vais déconstruire tout toutes ces faussetés, ces mensonges que le frère qui vient de parler là, et tout ce qu'il a raconté tout à l'heure là. Frère, je vais vous dire une chose, hein. Si aujourd'hui il y a la paix en Côte d'Ivoire là, c'est parce que vous avez en face de vous une opposition qui est civilisée. C'est parce que vous avez en face de vous une opposition qui a le sens de la paix. Contrairement à cette opposition qui est pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là, qui étaient dans l'opposition à l'époque, quand le président Laurent Gbagbo était aux affaires. Donc c'est des choses à ne pas comparer. Ne venez pas vous asseoir sur les panneaux là pour raconter du n'importe quoi. Alassane Ouattara, c'est pas un dieu. La Côte d'Ivoire, c'est pas une royauté. Ça, vous mettez ça en tête. Si aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il a fait là, c'est parce que, depuis 93, il a nourri cet objectif-là d'être là où il est aujourd'hui là. Et par tous les moyens dont il avait la possibilité de le faire. Et c'est ça qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Donc arrêtez de vous asseoir pour raconter n'importe quoi pour dire non, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sécurisée. Franchement dit. Qui s'asseyait ici, à l'intérieur comme à l'extérieur qui disait que je frapperai ce pouvoir et il tombera comme un fruit, c'était qui? Aujourd'hui là, qui il est aux affaires aujourd'hui là? Qui le menace aujourd'hui? Donc à un moment donné là, arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Parce qu'on était tous dans ce pays là et on sait ce qui s'est passé. Tous ces comme zone là, ils étaient proches de qui? Dites-le moi, ils étaient proches de qui? Tous ces tueurs fusils là, c'était pas sa garde de rapprocher à l'époque? Vous allez me dire ici, pendant et comment dirais-je, la zone CNO là, parmi tous les leaders politiques là, qui avait l'habilité de pouvoir se déplacer par là-bas puis se promener dans toutes les ruelles, comme si c'était dans son salon. Donc, à un moment donné là, tout ce que vous dites là, dites-le à ceux qui sont proches de vous. Parce que nous, on sait que dans quelques mois, beaucoup de choses vont changer. Ça, c'est mon premier point. Je vais revenir au frère de tout à l'heure là. Le frère, comment il s'appelle là? Et commandant là. Je reviens à vous. Tout à l'heure, vous avez dit des contre-vérités ici, en accusant le président Bédier. Frère, vous avez parlé en fait de rafle. Moi, je ne rentre pas dans tout ce que, comment on appelle ça là? Tout ce que vous avez raconté. Non, quand le président, il est arrivé, le pays, les caisses d'État étaient vides. Moi, je ne parle pas de ça. Je vous dis quelque chose qui était simple et factuel. En 90 là, le PDCI a eu à falsifier des pièces qui ont été distribuées à des milliers d'étrangers. Qui a donné l'ordre de pouvoir retirer ces pièces-là en allant faire les rafles dans les mosquées? C'est la question que je vous ai posée. Est-ce qu'à cette époque-là, le président Bédier était aux affaires? C'est pas votre moment. Moi, je ne vous parle pas de cas de séjour. Je ne suis même pas là-bas même. Quand il a donné l'ordre là, est-ce que parmi les corps habillés là, il n'y avait pas des frères nordistes? Est-ce que, et puis ça c'est de 1, de 2. Vous-même nos frères nordistes là, quand les rafles se faisaient dans les mosquées là, quelle c'était leur part de responsabilité? Parce qu'à un moment donné, ne voulez pas protéger les autres. Est-ce qu'à cette époque-là, on n'avait pas des cadres qui étaient ministres à cette époque? On sait ici que, à part le nord, à part le centre là, le plus grand électorat du PDCIA, c'était dans le nord. Et vous venez vous asseoir là pour dire que quand le président Bédier est venu, il a fait une chasse au président Alassane Ouattara en lui un président d'ivarité. Je suis désolé. Mais c'est vraiment, tu n'es pas auteur du débat, nécessairement. Non, le frère, laisse-moi finir parler, s'il te plaît. Parce que quand il cause le frère, vous n'étiez pas là. C'est après vous montez. Donc je sais de quoi ils sont en train de parler. Mais pas la pas la hauteur du débat là. Tout ce que vous avez dit là, vous pensez que c'est une vérité? Est-ce que si le président Alassane Ouattara il est aux affaires aujourd'hui là, c'est parce que on a une opposition qui est civilisée? Quand lui s'asseyait puis il parlait je frapperai ce pouvoir là, il comptait sur quoi? Ou il s'appuyait sur quoi? Il s'appuyait sur quoi pour le dire? Tout ça, c'est comme zone là, il venait d'où? Dites-le moi, et vous me parlez à faire du cheval, il se parle à la hauteur. Moi, je ne vous empêche pas d'aimer qui vous voulez. Mais à un moment donné là,
la vérité va finir par triompher. Donc arrêtez de vous démontrer les panneaux pour raconter n'importe quoi. Donc le frère commandant, moi je m'adresse à vous. Le président Bidi, quand les rafles se faisaient là, ni le président Bidi, ni le président, ça n'a pas commencé sur le mandat du président Bidi. Ça a commencé sur le mandat de votre mentor. Donc quand vous vous asseyez, vous venez indexer le président Bidi pour dire qu'il a pas, c'est une question d'ivarité là, je suis désolé. Parce qu'à la même époque là, quand le président Bidi est venu, si vous vous souvenez très bien, pendant les vacances là, il a tout ce qui était divertissement, que ce soit Varadoscope, que ce soit Podium, il a tout coupé ça, si vous vous souvenez très bien. Et il a dit que la jeunesse était en train d'aller à une perdition. Parce qu'à la même époque là, on avait toute la musique ivoirienne avait déjà pris, parce que c'était les Congolais qui venaient faire le conseil haut ici. Et quand on a parlé du conseil d'ivoirité, on parlait de consommer ivoirien. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de raconter, que non, est-ce que le président Bidi, lui, c'est pas que, comment dire, quand vous dites qu'il est en train de traquer tous les cadres là, pendant que lui-même, dans son gouvernement, il a mis des cadres nordistes. Donc, vous voyez qu'à un moment, ce que vous dites là, ça n'a rien à voir. C'est votre même mentor là qui, quand il a pris les rênes ici du RDSI, qui s'assiste sur les plateaux, qui a dit haut et fort aussi, que on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis nordiste. Est-ce que ça là, de vous à moi, est-ce que ce genre de discours là, à quoi ça peut nous mener? Où ça peut nous orienter? Il était à la base de la division dans ce pays-là. Ce monsieur-là, c'est une gangrène il était une gangrène pour nous. Donc, ne venez pas vous assurer pour parler à faire de quelques points qu'ils ont fait là. Tous les points qu'ils ont fait là, que ce soit Bédier, que ce soit le président Gbagbo, ils avaient mené leur mandat dans le bon sens du terme, comme lui, il est assis là aujourd'hui, sans être inquiété là. Ils allaient faire mieux que ça. Donc, à un moment donné là, quand vous montez sur les panels là, même si vous avez monsieur le président Alassane Ouattara, reconnaissez aussi qu'il a été pour quelque chose dans cette crise-là. Je vais arrêter là pour l'instant. Merci. Ok. Déjà, je vais m'excuser de la part de PC07 au cas où ses propos auraient offensé certaines personnes. Je m'excuse déjà de sa part. Si vous avez des questions pour lui, quelqu'un a une question, Monsieur Bill? Moi j'ai une question. Excusez-moi, ça sera votre temps de parole là, maintenant. Parce que j'ai vu que monsieur avait ouvert son micro. Ok. Donc, monsieur Commando, vu qu'il vous a cité, je vais vous donner 5 minutes de votre temps de parole en même temps. D'accord. J'ai vu que le monsieur PC007 a un problème de mémoire. Alors que une personne sans mémoire est appelée à recommencer les mêmes erreurs qu'il a commises. Et lorsqu'il se plaint que nous sommes sur les panels pour dire des choses, au contraire, c'est lui qui est en déphasage complètement avec la réalité, alors qu'il est sur un panel à presque 2 heures du matin. Je l'invite à aller chercher, à aller se documenter, afin que demain ou après-demain, il puisse enseigner à ses enfants ou petits-enfants, s'il a encore longue vie, ce qui s'est passé. Parce qu'il a posé la question tout à l'heure à l'intervenant qui est passé avant lui, pour dire comment est-ce qu'on peut s'allier avec une force pour gouverner le pays en faisant allusion à la force française. Et j'ai entendu la réponse du frère à laquelle je vais apporter un additif. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, M. PC007 ou M. Mike, vous devez dire merci qu'il y ait eu la force française qui soit intervenue. Lorsqu'en 94, moi je vais vous expliquer, la France n'est pas intervenue au Rwanda. En 2 mois et demi, on a eu 1 million de morts au Rwanda. Si la France n'est pas intervenue en Côte d'Ivoire, vous et moi ce soir, on serait encore peut-être en train de compter les morts dans notre pays. Lorsque on ne voit pas... Il faut coder les mots. Il faut coder les mots, sinon couper le live. Il faut coder les mots. Voilà. Merci.
Merci. Donc, en 94, il y a eu 1 million de Rwandais qui ont été déjà. Donc, si nous, on n'avait pas eu cet appui extérieur pour stopper l'hémorragie, aujourd'hui encore, on serait en train de compter nos personnes déjà, en guillemets. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Quand on aime ce pays, on voit plus loin que le bout de son nez. Mais vous étiez prêts, à cause des BD, ou encore, pardon, à cause des Gbagbo, à laisser ce pays-là s'entre-déchirer pendant encore des mois et des mois. Alors que l'exemple du Rwanda doit éveiller tout Ivoirien digne de ce nom pour dire qu'en peu de temps, du 7 avril 1994 au 17 juillet au Rwanda, il y a eu 1 million de personnes qui sont ya, qui ont été ya. Est-ce que vous aurez voulu que nous on passe aujourd'hui, il y a 15 ans, que la Côte d'Ivoire connaisse le même sort? J'ai dit non. Ensuite, vous avez dit... Moi, je vais poser une question au frère qui entend parler. Vous avez parlé d'opposition civilisée. Attends, va finir, s'il te plaît. Attends, va finir. Mais vous avez parlé d'opposition civilisée. Vous savez pourquoi Abeyi, il est en prison? Vous savez pourquoi Lida Kwasi, il était en prison? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi encore il y a des militaires proches de Gbagbo qui sont en prison? Parce qu'effectivement, les vidéos existent d'Abeyi. Des vidéos existent de Lida Kwasi quand il était pris au Togo. Vous n'êtes pas une opposition civilisée. Ne bernez pas les naïfs, ceux qui sont nés en 2000 avec ce type de propos. Vous êtes une opposition violente, agressive et déstabilisatrice. Votre malheur, c'est que vous avez en face de vous un homme d'État qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est là la différence. C'est lui qui a réussi à vous donner le remède qu'on appelle le calmicine. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez échoué. Sinon, les tentatives, vous avez eu. Mais un homme d'État ne fait pas beaucoup de bruit. Il ne fait pas du là. Il gère le pays. Il gère les 322 470 km². Il gère la sécurité de près de 25 millions d'habitants. C'est ça un homme d'État. Il ne va pas à la rue Princesse. Il ne danse pas ses maïs devant les gens. Il ne dit pas Abidjan est sale. Il ne dit pas ça va ressembler à une banque. Non, c'est un homme d'État, il parle peu, mais il agit avec discrétion. Il a renforcé la sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire et la sécurité à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un homme d'État, raison pour laquelle vous n'avez pas pu. Donc ne dites pas que vous avez une opposition civilisée. Ensuite, vous avez parlé de gangrène. Mais la gangrène, heureusement que le modérateur vous a repris, parce que je vous ai laissé votre réponse. Il n'y a pas plus gangréneux que celui qui a géré la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Et la liste est encore longue. Mais je vais me tenir là par respect du modérateur. Par respect au modérateur. Sinon, vous ne pouvez pas traiter un ex-DGA du Fonds monétaire international, un ancien gouverneur de la BCAO, dont la signature figure encore sur les billets des banques. Une personne qui a contribué à la délocalisation de la BCAO de Paris à Dakar. Quelqu'un qui a redressé la Côte d'Ivoire de 90 à 93. Vous partez celui-là de gangrène. Vous n'avez pas ce droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sont nés en 2000, qui font des vidéos pour insulter le président. C'est à cause des gens comme vous. C'est à cause des individus comme vous. Vous voulez pas des politiques, faites parler des politiques, mais de grâce. N'allez pas plus loin que ça, parce qu'on a du répondant. Son temps est fini, non? Oui, mais justement... Donc, les points que vous évoquez, 30 secondes pour chuter. Voilà, 30 secondes. Donc, vous ne parlez pas de gangrène, parce que si on n'a pas de gangrène, on va en trouver, surtout de la part de certains qui ont du mal aujourd'hui à marcher et à tenir debout. Ceci dit, vous avez parlé du PDCI qui aurait distribué des cartes aux étrangers. Voilà. Quand vous dites que le PDCI a distribué des cartes aux étrangers, j'espère que dans votre subconscient, dans votre psychisme, vous ne faites pas de nuances ou de confusion entre les étrangers et nos frères du Nord. Parce que quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous ne faites pas la différence entre les étrangers à qui le PDCI a distribué les cartes d'identité et nos frères du Nord. Si vous faites la différence en ce moment-là, vous comprendrez que lorsque Bédi arrive au pouvoir, effectivement, il met l'ivoirité, pas contre les étrangers, mais contre les frères du Nord. Ce qui est différent de la RAF des étrangers, parce que pièce d'identité, comme vous l'avez dit. Non.
l'ivoirité de Bédié ne concerne pas les étrangers, mais ça concerne les nordistes. Voilà. Donc, votre mauvaise foi, elle apparaît là en filigrane. Vous assimilez les étrangers et nos frères du Nord. Non. Moi, je défendrai toujours les gens qui m'ont donné à manger un moment de ma vie. Quand mes propres parents ont dit, monsieur, on vous considère notre enfant. Vous n'allez pas aujourd'hui venir faire croire que Bédié était saint. Je vous ai donné la chronologie. Bédié crée l'ivoirité pour éloigner Alassane du pouvoir. Ça, c'est clair et net. Que vous le voulez ou pas, les documents sont là, les vidéos existent. Les idéologues de Bédié existent encore. Donc, soit vous ne voulez pas entendre, en ce moment-là, on ne peut rien faire pour vous. La seule chose qu'on puisse faire pour vous, c'est prier. Allez voir nos pasteurs, ou encore nos cousins les imams, ou encore les prêtres. Monsieur, pour prier pour vous désenvoûter. Ok. Est-ce qu'on peut faire pour vous? vous? Fermer ton micro, les autres vont parler. Voilà. Si tu es trop parlé là, il faut attendre à 4 h du matin, 5 h. Pardon. Excusez-moi, monsieur Commando 07, Commando 01, Commando Invisible, pardon. Vous avez une motion de la part de PC 07 de Mike Tatou. Bon, d'abord, vous allez prendre celle de PC 07. Je m'excuse encore pour les propos déplacés. Ok, merci frère. D'abord, avant de parler, je vais faire juste un bref commentaire, puis je vous pose la question. Vous voyez, c'est quand même grave pour nos frères de RHDP là, qui veulent forcément changer le cours de l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, ils ont peur de perdre ce pouvoir-là. Parce qu'ils vont perdre ce pouvoir-là, il y a beaucoup de vérités qui vont ressortir dans ce pays-là. Vous allez venir vous asseoir pour vous dire non que non, vous parlez à la guerre du Rwanda. Mais je suis désolé, monsieur. À la guerre du Rwanda, là, la France, là, qui était l'investigateur, qui a causé tout ça? C'est pas le même Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Si vous parlez à faire des mémoires, là, c'est vous qui avez la mémoire courte. Quand on parle de l'hôtel Rwanda, là, il y a eu comme un film qui a été sorti là-dessus, là. C'était la cause de qui? Qui était la cause de tous ces massacres, là? C'est pas la France et puis la Belgique? De quoi vous me parlez? C'est pas le même Français là, ici qui ont à l'Ivoire ici, qui ont déjà nos frères ici. Vous avez oublié tout ça? Vous pensez aujourd'hui, ça a été fait pour que votre mentor soit là aujourd'hui, donc pour vous oubliez tout ça? Et vous allez venir dans ça pour raconter du n'importe quoi aux gens? Et à un moment donné là, ressaisissez-vous s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, mais là vous êtes en train de parler là, c'est très grave. S'il te plaît, tu n'aimerais pas que moi je dise que tu racontes de n'importe quoi. Forcément, tu vas avoir ça à une oui, mais c'est très grave. Non. Bon, d'accord. Donc, je m'excuse, quoi. Je m'excuse, okay. Mais c'est pas agréable. Faut que quelqu'un dise qui là, il est recadré. Je vais lui dire que non, tu n'es pas d'accord avec ses idées. On va avec. Voilà. Je lui ai posé une question. Tout à l'heure. Depuis là, il ne fait que tourner en bourrique. Mais tu n'as pas posé des questions. Je t'ai répondu. La question est ta question. Oui, voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes tous actuels. On sait que la plus forte communauté étrangère en Côte d'Ivoire, c'est le Mali, le Burkina et le Sénégal. Et malheureusement, ils sont à vocation islamique. Donc, du coup, ils ont à peu près la même culture que nos frères nordistes. Et ce sont eux qui ont été orientés quand, à 90, le PDCI a décidé de faire comment on appelle ces pièces-là pour leur donner pour aller aux élections. Nous sommes restés en Côte d'Ivoire ici. Mais quand son mentor, il se lève et il donne l'ordre de pouvoir aller faire les rafles dans les mosquées là, est-ce que c'était Bédié? Pourquoi aujourd'hui il prétend dire que c'est Bédié qui était la cause, que c'est pour ça que Bédié a créé l'ivoirité? Je suis désolé. Okay, PC07, je vais résumer ta question. Pour toi, excuse-moi. Pour toi, c'est Ado qui a donné l'ordre d'aller rafler les gens dans les mosquées à travers la carte de séjour, c'est ça? La carte de séjour, la carte qui a été donnée en 90 là. C'est Ado qui a donné l'ordre de faire ça, c'est ça? Non, on retrouve ceci. D'accord, donc tu souhaiterais que M. Commando s'exprime dessus. Oui, j'ai pas fini. Dites-moi, est-ce qu'en 92, quand il y a eu les refs là, est-ce que le président Bédié était aux affaires? Le président Bédié est arrivé aux affaires en février 1994. Mais les refs avant, donc de quoi il est en train de... Qu'est-ce qu'il me raconte là? D'accord, il a compris. Et merci beaucoup. Monsieur PC07, il y a deux choses. Soit, avec le respect que je vous dois, vous êtes un gros ignorant, soit vous n'êtes pas de bonne foi.
en aucun cas, le Premier ministre Alassane Ouattara, et j'ai rappelé les 10 projets de loi qui avaient été votés. La carte de séjour, l'instauration de la carte de séjour avait un but économique. Donc, en aucun cas, il ne donne l'ordre d'aller rafler les ressortissants de la CEDEAO que tu as cités, maliens, burkinabés ou sénégalais. En aucun cas. Il était demandé aux chancelleries de ces pays-là, qui ont une forte représentation en Côte d'Ivoire, d'inciter leurs ressortissants à se mettre à jour afin que la Côte d'Ivoire puisse renflouer les caisses qui avaient été vidées par les barons du PDCI. De séjour. Arrêtez votre cinéma, s'il vous plaît. J'arrive. J'arrive. Ça, pour ce qui est de la carte de séjour, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ce que tu es en train de dire, que le PDCI avait distribué des pièces d'identité nationale aux ressortissants de la CEDEAO. Et que le Premier ministre a donné l'ordre d'aller organiser des rafles pour récupérer ça. Je m'inscris en faux. Il ne faut pas faire une confusion entre un contrôle et une rafle. La rafle a lieu après l'ivoirité. Les contrôles ont lieu avant l'ivoirité. Un contrôle, quelqu'un se présente à toi, ou dans le cadre de tes fonctions de policier, de gendarme, de force de l'ordre, tu lui demandes, au cours d'un contrôle routier, ou ce que tu veux, de ses pièces d'identité. S'il savait qu'effectivement, il n'a pas les pièces d'identité, il est ressortissant de la CEDEAO, en ce moment-là, tu peux plus ou moins l'amender. Mais les rafles qui ont lieu, après l'instauration, la naissance de l'idéologie de l'ivoirité. Voilà. Maintenant, tu es en train de dire aussi que nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai aucun intérêt à raconter n'importe quoi. Ce que vous dites dans vos salons ou encore entre collègues du travail ou aussi par-ci par-là, ce que vous dites, il a un seul but: dénigrer Alassane Ouattara. Vous l'avez bien dit tout à l'heure en le traitant de gangrène. À partir de là, tout votre discours autour d'Alassane est biaisé, n'est pas fondé sur la vérité, n'est pas fondé sur l'honnêteté. Tout votre discours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si M. Gbagbo est candidat, ou encore si M. Thiam est candidat, ce sont des propos que vous n'allez pas tenir. Mais c'est un peu comme quand de 90 jusqu'à 99, il essaie de prouver qu'il est ivoirien. Il prouve par A plus B qu'il est ivoirien. Il fait un test d'ADN avec sa mère pour prouver qu'il est vrai le fils de Nabi Sissi. Il prouve effectivement qu'il a aux États-Unis, non pas avec une Burkina, mais les partis par mérite. Mais malgré tout ça, on n'a pas de la carte d'identité, il faut revenir sur le sujet. On n'a pas la carte d'identité, nous sommes ici, puis tu parles, tu sors ici. Là, moi, je ne sais pas de quoi tu es parlé. Non, j'ai répondu à la carte d'identité. Pour te dire. Si vous n'avez pas d'information, je peux comprendre. Mais ne dis pas. Voilà, pour t'aider à comprendre. Pour te dire, la carte d'identité, tu voulais la comprendre. À cette époque-là. Si tu voulais comprendre la carte d'identité, j'étais situé le contexte en 90 de l'instauration de la carte de séjour. Mais je t'ai répondu qu'en aucun cas, il a ordonné le passer la parole à une autre personne d'abord. En aucun cas. La parole à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a jamais reconnaître ça. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Si je vais chuter par là. Donc, Monsieur Commando, s'il vous plaît, je vais vous donner 30 secondes pour chuter. Oui. Voilà, respectez un peu le temps, merci. D'accord. Je vais chuter là rapidement pour dire que c'est vrai que je suis allé pour un peu plus loin par rapport à ça, en parlant de ce que Alassane a essayé de prouver, du moins qu'il est ivoirien, ils n'ont pas cru, en dépit de toutes les preuves. Donc, quoi qu'on explique à ces gens-là, quoi qu'on leur explique, ils ne comprendront pas, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Et c'est en ce moment-là qu'intervient la mauvaise foi. Donc, c'est pas la peine, plus ou moins, d'essayer de les convaincre. Ils ne voudront pas convaincre. Heureusement qu'il y a des gens comme ça aussi, qui sont là pour dire, vous ne voulez pas comprendre, vous allez entendre. Moi, je ne sais pas de te convaincre. Mais les générations d'après toi, nos petits frères et nos petits-fils,
si ils écoutent aujourd'hui plus ou moins, c'est à ceux-là qu'on a pas d'informations. Vous êtes une génération perdue. On peut rien faire pour vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que vous racontez là, moi ici. Ici, c'est bon. Dame Gassa. Attends, oui, vous allez prendre la parole. Laissez Dame Gassa parler et puis vous allez la répondre derrière. C'est bon? Dame Gassa, s'il vous plaît, allez-y. Oui. Non, Mike, je ne veux pas prendre de motion encore. Attends, après. Attends, Dame Gassa va parler, s'il te plaît. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bon, ce que moi je veux dire ici est que ça c'est sûr. En octobre, il n'y aura pas élection. De deux, Alassane ne peut plus être candidat. C'est Gbagbo qui va gagner les élections. C'est lui qui sera président. Ça, tout le monde n'a qu'à savoir ça sur le panel. Là. Et aujourd'hui, là, c'est deux camps. Il y a les Ivoiriens, un côté, qui est M. Sorodjom, qui est M. Thiam, qui est le président Laurent Gbagbo. Deuxième camp, c'est les enfants de la CEDEAO. Sachez ça très bien. Donc cette année-là, ça ne doit pas passer. Monsieur le président Alassane Ouattara veut mettre son frère pour le succéder. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous les Ivoiriens, on ne va pas laisser. Les enfants du Nord se sont battus. Ils se sont battus contre leurs frères en croyant qu'ils allaient être bien. Aujourd'hui, tous les grands cadres du Nord, ils sont où? Tout ça pour lui et son frère, ils sont où? Les gens du Nord bénéficient de quoi? Ils sont où aujourd'hui? Regarde ceux qui sont à la tête. C'est que les enfants de la CEDEAO. Pourquoi? Nous, les Ivoiriens, on ne peut pas accéder. Pourquoi? Regarde tout ce bordel qui se passe là. Nos terrains. Moi, on m'a arraché mon terrain. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes là, vous les défendez toujours. Vous n'avez pas honte. Tous ceux qui sont là, qui sont en train de les défendre toujours là, vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas les gens de la CEDEAO là devant? Donc vous allez les voter encore, c'est eux qui vont rester. Et nous, dans ça, on gagne quoi? Les Ivoiriens ne peuvent pas profiter de leur richesse. Eux, ils ont deux pays. Ils ont la Côte d'Ivoire. Si ça chauffe, ils vont aller chez eux. Mais nous, on va où? On va où? Nos enfants, on va faire comment? Arrêtez, c'est bon. Vous voyez que le monsieur, il a fait là, qui a bénéficié? Vous-même qui êtes au nord là, qui a bénéficié dedans? Tout le monde souffre, c'est pas nous seuls on souffre, le sud, le centre, ouest, tout le monde souffre aujourd'hui. On nous calcule même pas. Il n'y a que eux, les clans là, les enfants de la CEDEAO là, il n'y a que eux, ils ont mis à la tête. Hein? Même les gens du nord aujourd'hui, les grands cadres là, on les a tous, ils sont plus là. Pourquoi? Franchement, réveillons-nous. On n'a qu'à laisser tous ces trucs-là. On n'a qu'à se mettre ensemble. Les Ivoiriens, mettez-vous ensemble. Je vous en supplie. Mettez-vous ensemble. Sinon, c'est pas bon d'être. Je m'en fous. Que ça soit Soro, que ça soit Tiamo, peu importe. Mais les trois là, si c'est eux là, ça ne dérange pas. Mais côté CEDEAO là, c'est bon comme ça. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci. Ok, merci pour votre parole. Monsieur Bill Gates, allez-y. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous demande d'écouter la jeune sœur et puis le frère PC007. C'est quand même regrettable c'est regrettable qu'on est ignorant vraiment de l'histoire de notre pays. La jeune dame, vraiment, je déplore quand elle me dit que non, que vraiment, elle a perdu son terrain sous l'air à la Sandra Ouattara. Sous le régime de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont perdu toutes les familles. Ils sont allés les et puis on les a assassinés. On a pris l'exemple du général de Bengué. Tout ça, ça s'est passé en Côte d'Ivoire de Dieu. La Côte d'Ivoire n'a jamais été en paix sous l'air comme si sous l'air à la Sandra Ouattara. Elle dit que chez Laurent Gbagbo sera le futur président.
Bon, c'est son rêve à elle. Elle peut croire en cela. Mais il y a une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est que la situation est telle que tout le monde est rassuré. Et chaque fois quand le président de la République sort pour dire qu'il y aura des élections apaisées et qu'il sait qu'il a la lourde responsabilité de pouvoir sécuriser tout le territoire ivoirien, nous déjà ça nous rassure. Les Ivoiriens sont déjà ensemble. On parle du même langage. Chaque jour que Dieu fait, on se lève le matin, on va au boulot et on revient. La cherté de la vie, là, c'est partout. Mais de elle à moi, je dis, il ne fait pas bon vivre au Mali, au Burkina, ou bien voir au Niger aujourd'hui, et en Côte d'Ivoire. Tous ces pays de l'AIS, là, chaque jour que Dieu fait, il faut que venir en Côte d'Ivoire, pour venir se chercher. Pour plusieurs raisons. C'est vrai, tu es ivoirien, tu ne connais pas la valeur de ton pays, tu ne connais même pas la valeur de ton président de la République. Il y a un frère sur le panel qui a eu à faire ressortir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Au fait, c'est des faits. Il n'a pas inventé. Voilà pourquoi on se sent dans ces propos. Parce que ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. Oh, le jeune frère PC007, on m'entend t'expliquer quelque chose, mais vous refusez de comprendre. Au jour d'aujourd'hui, sur la carte de séjour là, s'il est à Alassane Ouattara, Alassane était en mission quand le père de la nation l'avait appelé pour venir sauver le navire ivoire. Dans ce temps, il y avait tous ces cadres-là qui étaient là, mais c'est Alassane qui était le sauveur. Mais quand il est arrivé, il a instauré la carte de séjour. C'était pour des raisons économiques, tout simplement. Mais qu'est-ce que ces successeurs en ont fait? Comment ils ont utilisé la carte de séjour? Après, c'est devenu toute autre chose. Mais de vous à moi, arrêtons de faire croire aux gens que la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui gèrent la Côte d'Ivoire. Mais ceux que vous appelez Ivoiriens, il n'y a pas un Ivoirien en Côte d'Ivoire ici qui a montré la carte d'identité de son père et de sa mère. On a vu ça aussi au forum ici. C'est Alassane seul qui l'a fait. C'est Alassane Ouattara seul qui l'a fait. La carte d'identité de son père et de sa mère. C'est lui seul qui l'a fait. Mais c'est regrettable qu'aujourd'hui, là, nous, on n'a pas vite pris conscience qu'Alassane, c'était vraiment la personne idéale pour les Ivoiriens. De vous à moi, si ce n'était pas la crise qui a secoué après la mort du vieux, là, mais Laurent Gbagbo ne pourrait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Lui, il a dit qu'il est arrivé au pouvoir. Il dit, je suis arrivé de manière calamiteuse. Il a dit ça devant toute la nation. Mais la suite, là, on la connaît. Il est venu avec un concept, la refondation. La refondation, là, ça produit quoi à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas la guerre? Et sans même, là, vous êtes en train de parler d'ingérence étrangère. Mais sans la France, là, Laurent Gbagbo ne pourrait même pas faire 10 ans au pouvoir. Parce que les enfants allaient le renverser. Donc, référez-vous. Henri Konan, il a écrit un livre, Les chemins de ma vie. Allez-y, lire ce livre-là. Vous allez comprendre. Allez-y, lire un peu le livre de Soro Diop. Pourquoi ici il est devenu rebelle? Nulle part vous allez voir dans ce livre que ça a été cité que le parc Alassane, il a fait ceci, il a fait cela. Non. C'est des conneries que vous êtes en train de raconter. Ne dénaturez pas l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, là, la crise ivoirienne est récente. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, on n'a pas pu tirer des leçons. Et qu'aujourd'hui, vous tenez encore ce genre de propos. Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. Laurent Gbagbo, même là, lui-même là, quand vous-même vous le regardez là, sa propre famille politique là, regardez la division en son sein. Il touche du bois aujourd'hui. Simone Gbagbo même est candidate. Si Simone Gbagbo devient aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, il touche du bois. Quel sera le sort réservé à Laurent Gbagbo? Est-ce que vous le savez? Vous parlez, mais vous ne savez pas ce qui peut suivre. On vous fait comprendre. Vous-même, dans vos propos, vous dites que la Côte d'Ivoire est surendetée. Mais cette dette-là, qui arrive à la maîtriser? Laurent Gbagbo, qui n'est même pas économiste, qui a mis dans son programme de gouvernement ici que non, que lui va créer une banque d'emploi. On dit banque d'emploi là, c'est pourquoi il dit non, que c'est juste une banque. Quelqu'un qui ne connaît rien dans l'économie ivoirienne. Il est venu prendre pour le mettre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est une petite machine? Attendez, vous allez voir le 7 août, ce qui va ressortir à Boaké, pour comprendre que la Côte d'Ivoire est une nation debout. C'est ce que vous devrez comprendre. Mais arrêtez de nous faire voyager avec ces gens de projet pour nous faire croire que Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. Laurent Gbagbo n'est même pas électeur. Il n'a qu'à pleurer pour son sort d'abord. Arrangez-vous pour qu'il soit électeur d'abord. Cette bagarre qu'il veut faire là, c'est lui seul qui va la faire. Les Ivoiriens ont dépassé ce stade-là. À 72 ans,
à 72 ans, un ancien chef d'État vient s'asseoir pour dire non, si vous voulez la bagarre, on va faire la bagarre. Et puis vous êtes là, vous êtes en train d'applaudir. Mais c'est de la voyousie, ça. Hein? Lui, le père de la démocratie, qui soutient des gens qui ont pris des armes, voit les militaires de l'AIS de manière officielle, et vous encouragez ça. Vous n'avez pas connu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que quand les militaires sont au pouvoir, là, ce que ça provoque. Ou bien vous avez oublié ce qui s'est passé dans notre pays. Merci, M. Ville. On revient, je vais citer tout à l'heure. Donc, il dit, clair avec tout un chacun d'entre nous, cherchez à vous instruire sur l'histoire de votre pays. Elle est récente. Les faits sont là. Je le dis et je le répète, Alassane est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas eu un Alassane Dramane Ouattara, il ne serait pas aujourd'hui là. Nous et moi, on n'allait pas ici pendant en train de parler. Voilà, si je veux que chacun tienne un peu ce côté. Voilà, ce que le jeune frère vient de dire là, commandant, il me dit que c'est l'histoire de votre pays. C'est des faits. Il n'a rien inventé. Donc ce qu'il dit là, c'est la vérité. Donc si vous n'étiez pas encore né, là on peut vous comprendre. Mais cherchez à comprendre l'histoire de votre pays, c'est très important. Voilà, merci bien. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Louis Kipoué, vous êtes là? C'est là. J'avais fait une motion. Oui, il n'y a plus de motion. Non, on va attendre un peu. Pardon? Pour l'émotion, on va attendre un peu, quoi. Hein, s'il te plaît. Parce qu'il y a au moins trois nouvelles personnes qui sont là qui doivent aussi exprimer leurs idées, quoi. Monsieur Luis Kipoué, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je respecte les déclarations de chacun. Mais je remercie ici ce panel, monsieur PC07 et la maman qui vient de s'exprimer, vraiment. Vous parlez réellement de la Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui veulent tordre l'histoire de la Côte d'Ivoire, si ce panel nous traite des enfants, comme ils connaissent notre âge, raison pour laquelle ils s'expriment de la manière que nous, on ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je respecte leurs propos. Mais dans un pays, quand quelqu'un sort une carte de séjour là, cela signifie quoi? C'est pas pour distinguer l'Ivoirien à l'étranger. C'est pour distinguer l'Ivoirien à l'étranger. Mais ces policiers-là, la Côte d'Ivoire a 63 internés, si je ne me trompe pas. Nous sommes tous regroupés au sein de la police, comme la gendarmerie et l'armée. Il n'y a pas BT seulement qui contrôle, il n'y a pas Baoulé seulement qui contrôle, il y a tout le monde dans l'armée. Mais quand un économiste, c'est mon deuxième portable que j'ai pas de connexion qui me fait, mais mon wifi est coupé. Sinon, vous avez écouté la déclaration de Niamey Youssou, qui a dit dans les années 80, le président Fessou Boigny, le service qu'il a rendu aux Français qui s'attendaient à ce qu'ils reviennent, le soutenir n'ont pas pu, et lui ont imposé le docteur Dramane Ouattara. Qui l'ont imposé, c'est pas le président Flébois qui l'a envoyé. Ma connexion est finie, mais je vais tout faire pour charger la connexion, pour faire que vous écouter cette vidéo-là. Et Fologo même a dit, dans l'une de ses déclarations, que le père fondateur Félix Boigny a dit, le président Ouattara n'était jamais en mesure de s'intervenir dans la politique ivoirienne. Donc c'est pour dire quoi, sur ce panel, nous sommes tous d'une génération de 80 à 70. Et nous sommes là aujourd'hui. Peut-être à nos enfants de 2000 là, on peut parler. Quand on prend l'histoire de la Kadanté, mais le professeur Mamadou Koulibaly a dit quoi sur l'histoire de la Kadanté? Il a même parlé de la Kadanté qui a été distribuée en 90 pour que les gens allaient voter le président Fessou Boigny, mais il fallait les retirer maintenant. Est-ce qu'il n'a pas fait cette déclaration? Donc quand on parle de notre pays, j'aimerais qu'on parle de notre pays avec respect. Nous avons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un pays paisible, où c'est des élections qui justifient. C'est pas parce que tu es fâché, tu prends une arme pour venir attaquer ton pays. Des gens disent pourquoi Lida Kwasi est en prison, pourquoi tel, mais on n'a jamais prouvé de preuves. On dit pas tant en Guinée, il fait coup d'État. On ne sait pas où est la preuve aujourd'hui. Donc arrêtez vos propos quand vous dites ça.
J'entends des gens dire 40 tentatives de coup d'État. Donc parmi ces 40 tentatives, on ne peut même pas avoir reçu un coup d'État aussi. Raison pour laquelle le camarade PC07 dit, vous avez une opposition civilisée, c'est logique, c'est réel. Maintenant, on vous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec la candidature de M. Ouattara? Non. Non. Les pays développés, là, c'est pas, ils ont respecté la loi. Quand on dit c'est pour 2 ans, même si tu as construit tout ça, ce que tu veux pendant tes 2 mandats, mais tu dis qu'il y a assez de cas dans ton parti. Désigne un candidat, un de tes cartes, et construit tes œuvres. Et tu es assis, tu vis ta vie tranquillement. On dit la constitution a changé. Est-ce que la constitution a changé? Ils ont libéré tous les prisonniers à la Maca. Pourquoi ils sont tous en prison? Quand vous nous dites, c'est la nouvelle, comment on appelle, la 3e république de la Côte d'Ivoire. Libérer les prisonniers et puis on va remettre encore les nouveaux prisonniers en voie. Mais arrêtez ça. On a été tous à l'école. Macron va finir son mandat. Même s'il veut la qu'à travailler comme il a qu'à faire chemin de fer pour venir à Abidjan, il va partir. C'est la loi qui est respectée. Barack Obama a dit ça au Ghana. La Côte d'Ivoire, les pays africains n'ont pas besoin des hommes forts, mais ils ont besoin des lois fortes. C'est pour dire quoi? Nos leaders qui sont devant, il faut respecter les lois de ton pays. Le Ghana en a servi de l'exemple. Le Sénégal a fait, voilà. Mais ouais, le Bénin tout près. J'ai suivi une interview où Yahi Boni et Talon, jusqu'à Talon m'a dit, si on lui dit même de quitter pendant ces 2 mandatures, il peut gagner ses élections, puis il s'en va tranquillement. Quand tu aimes ton peuple, sors par la grande porte. Je vous dites pas pour le président. Et puis quand nous sommes sur les panels, j'aimerais dire à Commando de respecter les anciens chefs d'État. Quand il dit on attrape d'autres marchés, c'est vrai. Mais ceux qui sont au pouvoir, là, on les a vus danser Mapuka au congrès à MP. On les a vus trébucher à Korogo, malgré qu'ils sont au pouvoir. Donc, d'abord, vous parlez du président Laurent Gbagbo. Nous sommes en mesure aussi de vous parler du président Ouattara. Donc, quand nous sommes des panels, respectons nos présidents. C'est ce qui, quoi, je sais, a dit à la télé à Kokora. Après tout, c'est les chefs d'État et c'est nos parents. C'est nos grands-pères. On doit les respecter. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand on dit l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente, elle est récente réellement. 30 secondes pour chuter, Luis. Excusez-moi. Ok, merci le frère. Donc, j'aimerais vous dire, la vérité là n'est pas aux côtés du RHDP, n'est pas aux côtés du PPAC. Mais la vérité, c'est les Ivoiriens qui connaissent la vérité. Personne ne peut truquer l'histoire de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens que nous sommes. T'es dit étranger là, tu es du Nord. Moi, on dit on cherche les étrangers. Toi qui es nordiste, ça t'intéresse pourquoi? Moi, je suis de l'Ouest. On dit on cherche les Libériens. Je suis d'ici. Mais ouais, Libérien, il l'a attrapé. En quoi ça me sert? J'ai dit non. Pourquoi on attrape mon frère Libérien? Non, j'ai pas âme. Pourquoi? L'ivoirité, là, c'est quoi? C'est quoi qui est mauvais dans ça? C'est quoi qui est mauvais? Quand on crée la carte de séjour, c'est que l'ivoirité, Ivoirien d'abord. Moi, je suis allé au Maroc, on dit Marocain d'abord. Je suis revenu dans mon pays ici, assis aujourd'hui dans mon pays ici, tranquille. On m'a montré que mon pays a une valeur. Donc je reviens. Pourquoi l'ivoirité vous fait mal? Tu as du Nord, tu dis l'ivoirité. Il faut être fier de toi. Quand on vous parle, non, c'est voilà ça, voilà ça. Non, les gars, vous n'avez pas plus le pouvoir pour vous comparer au pouvoir des Bédier, ni au pouvoir du président Babou. Vous avez plus le pouvoir, c'est pour travailler pour les Ivoiriens. Donc, travaillez au lieu de vous comparer à vos prédécesseurs. Merci Travaillez beaucoup. pour l'avancement de la Côte d'Ivoire et respectez la loi qui est la constitution ivoirienne qui permet qu'il y ait 2 mandats. On change la constitution, c'est 2 mandats, tu finis, tu t'en vas. Merci. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y avait M. Commando qui avait une motion pour vous. M. Commando, je vais vous accorder 1 minute pour la motion, s'il vous plaît. Bon, j'aurais voulu que tu m'accordes mon temps de parole. Bon, la motion, c'était pour ceux qui se réclament de l'opposition. Parce que, comme on dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le monsieur qui veut d'intervenir, monsieur Kipré, rien qu'avec le nom, je comprends beaucoup de choses. Il a rendu hommage à PC007, mais surtout, il a félicité la dame qui vient de parler. Mais la dame qui vient de parler, elle a dit des choses graves. Et comme encore aujourd'hui, il remet en question l'ivoirité, j'aimerais leur poser la question. Elle a dit, il y a 2 camps. Le camp des Ivoiriens, Thiam, Gbagbo plus Soro,
et le camp des fils de la CEDEAO. Est-ce qu'elle accepte que dans le camp de la CEDEAO, on rajoute Gbagbo, dont le père serait malien, du nom de Daouda Silla, puisqu'il y a 11 ans d'écart entre Gbagbo et son supposé père, le vieux Koudou. Et même les BT de Gagnoua le savent, Gbagbo, son père est malien, il s'appelle Daouda Silla. Est-ce qu'elle accepte qu'on rajoute Gbagbo sur le camp de la CEDEAO, puisqu'elle dit qu'il y a 2 camps désormais? C'est la question que j'aimerais lui poser. Première question. Ok. La dame est descendue. Je ne sais pas si Louis Kipré va répondre à la place. Je suis là. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je peux répondre bien d'attendre? Ça, c'est la première question. Oui, vas-y. Vas-y. Ok, vas-y. Viens à ta deuxième question. Voilà, réponds. Si on peut rajouter Gbagbo sur la liste des filles de la CEDEAO, Viens. Son père est malien. Pardon, tu dis Gbagbo est le fils de quoi, Silla? Daouda Silla, le Daouda Silla de Gagnoua. D'accord. Et qu'il y a 11 ans d'écart entre lui et son père. J'ai compris. Sinon, quand le président Gbagbo parle, il était à Port-Bou ici, il a parlé de l'histoire de son grand-père d'abord, et après il a parlé de son papa. Dans tout ce qui nous, en tant que... Et puis, il ne faut pas t'ériter sur mon nom pour dire tu sais de quoi tu parles. Non. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas un gars de la CEDEAO. Il a été député de Ouagadougou. Et aujourd'hui président. Il est Mama. Il a enterré dignement son père, Koudou Zepé Paul, qui est le papa du président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai toujours suivi vos panels. C'est vous qui dites qu'il a 11 ans d'écart entre lui et son papa. Mais lui-même il vous a jamais répondu. Son père a été décoré au 43e Bima ici, qui est aujourd'hui le camp de Thomas d'Aquin. Son papa a été décoré par l'armée française ici. Donc, je ne vois pas où ta question qui va m'importuner. Moi, peut-être c'est ma réponse, c'est là. Si c'est pas à la hauteur, mais je reconnais que mon président, mon champion n'est pas un gars de la CEDEAO. Quand il prend ses vacances, il est à Mamba pour se reposer. Merci. Ok. La seconde question, M. Commando. La seconde question, même si à la première, il n'a pas répondu, il ne m'a pas polémiqué, parce qu'en 2000, lorsqu'on dépose le dossier de candidature au maire de Tiakoné, le certificat de nationalité que Gbagbo produit, il y a 11 ans d'écart entre lui et le vieux Koudou Paul. Autrement dit, Gbagbo n'est pas le fils biologique de Koudou Paul, puisqu'il ne porte pas le nom Koudou. Et ceux qui ont fait Gagnoua ou qui ont fait l'Ouest à Côte d'Ivoire savent très bien que Gbagbo est le fils de Daouda Silla, qui est le père, qui est le frère de Yacouba Silla. Quand Gbagbo était dans l'opposition, il allait à Caille, voir son demi-frère qui est. Il y a des photos qui existent où Gbagbo était au Mali, voir ses demi-frères. Quand Gbagbo arrive au pouvoir, la famille Silla, Yacouba Silla, est reçue à la présidence. C'est pas anodin. Donc, monsieur Kipri, si vous êtes de Soubré, de Daloa, d'Issa ou de Gagnoua, parce que j'ai fait toute cette région, vous devez savoir cette vérité. Si vous ne le savez pas, c'est que la deuxième question. Tu me dis rien. La deuxième question, s'il te plaît. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en l'état actuel, Gbagbo peut diriger encore un village de Mama à plus raison un pays comme la Côte d'Ivoire? À l'état actuel. La deuxième question. Oui. Ok, merci beaucoup. Voilà, vu son bilan passé, sa condition aujourd'hui, est-ce que vous pensez... J'ai compris, voilà, j'ai compris, c'est bon. Voilà, il faut t'arrêter. Quand tu me fais le bilan du président Laurent Gbagbo, c'est que toi-même, tu peux pas répondre à la question que tu te poses. Ton bilan, le bilan du président Laurent Gbagbo, a permis que ton mentor soit président aujourd'hui. Le bilan du président Laurent Gbagbo a permis que Cissé Bakongo, Ahmed Bakaïko, Patrick Hachi, etc. fassent partie de son gouvernement soutenu par la rébellion. Le bilan du président Laurent Gbagbo, vous l'avez empêché parce qu'il ne faisait courir de Togo, Lomé, Accra 1, Accra 2, Dina Makosi, Kléber, comment on appelle, en Afrique du Sud, pour que vous, ton mentor, soit candidat et soit président aujourd'hui.
Son bilan a permis que toi, aujourd'hui, tu dis que tu es un leader qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Son bilan, il a dit ça, comment on appelle, à Port-Boué ici, que si aujourd'hui on parle de toi, c'est moi qui ai pris le BIC, j'ai permis qu'il soit candidat pour un seul mandat. Vous comprenez? Maintenant, quand tu parles encore de son bilan global, il a commencé des chantiers que vous avez terminés, vous avez inauguré, mais pas son nom est là-dessus. Mais lui, il dit qu'il n'a pas besoin, mais qu'on affiche son nom. Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.